Le destin ne frappe jamais à la porte. Il déchire le voile du quotidien avec le hurlement d'une sirène, un son qui divise la vie en deux, l'avant et l'insupportable après. Pour Evelyn Carter, ce son avait été le premier souvenir de ce jour-là. Les sirènes avaient les tranché l'air vif de la matinée d'octobre, plus stridente qu'elle ne les avait jamais entendues. Et à cet instant précis, elle avait su que son monde était sur le point de s'effondrer. 15 années s'étaient écoulées depuis, mais le souvenir de ce jour s'accrochait toujours à elle, comme le froid de l'air automnal du Vermont. Tout avait commencé si normalement. Son mari, Mark, avait promis à Noah, âgé de 7 ans, qu'ils iraient de pêcher au petit lac, juste à l'extérieur de Burlington. Noah était réveillé avant l'aube, sa petite boîte à pêche serrée contre lui, son excitation débordant de chaque mot. Evelyn les avait embrassés tous les deux sur le seuil, les regardant s'éloigner dans la rue, leur rire traînant derrière eux. Elle n'aurait jamais imaginé que ce serait la dernière fois qu'elle les verrait ensemble. L'appel téléphonique était arrivé 1 heure plus tard. Un camion avait dévié sur l'autoroute glissante, dérapant à travers la voie et percutant leur voiture. Mark avait été tué sur le coup. Noah était en vie, à peine, et transporté d'urgence en chirurgie à l'hôpital pour enfants du Massachusetts. Les genoux d'Evelyn s'étaient dérobés sous elle pendant que l'officier parlait. Le reste de cette journée s'était dissous dans un brouillard de lumière clignotante, de couloirs antiseptiques et du son de son propre cœur battant à ses oreilles. Aux soins intensifs, Noah reposait immobile sous un enchevêtrement de tubes et de fils, sa peau trop pâle, sa poitrine se soulevant et s'abaissant au rythme des machines. Evelyn s'agrippait à sa petite main, murmurant encore et encore que maman était là, qu'il était en sécurité, qu'il devait juste se réveiller. Mais il n'ouvrit plus jamais les yeux. Après 48 heures d'agonie, les médecins lui dirent donc ce qu'elle craignait déjà. Il n'y avait plus d'activité cérébrale. Son fils, sa seule raison de respirer, était parti. Puis vint une question qui brisa le peu de force qui lui restait. Un chirurgien, la voix douce mais clinique, expliqua qu'il y avait un garçon de l'âge de Noah, en attente d'une transplantation cardiaque. Sans elle, il mourrait en quelques jours. Le cœur de Noah, disait-il, était fort. Il pouvait sauver la vie d'un autre enfant. Evelyn les dévisagea, hébétée. Comment pouvait-il lui demander de prendre cette décision, alors que son monde venait de s'effondrer? La nuit qui suivit fut interminable. Elle resta assise près du lit de Noah, ses doigts traçant les boucles douces à sa tempe, rejouant chaque rire, chaque genou écorché, chaque histoire du soir. Comment une vie si brillante pouvait-elle être réduite à cela? Alors que l'aube se glissait à travers les fenêtres de l'hôpital, Evelyn comprit enfin. L'histoire de Noah ne devait pas se terminer ici. Même si elle n'entendrait plus jamais son rire résonner dans leur petit appartement, une partie de lui pouvait encore vivre, battant dans une autre poitrine, portant sa lumière en avant. Sa voix trembla lorsqu'elle signa les papiers. « S'il vous plaît, murmura-t-elle au médecin, assurez-vous qu'il aille à quelqu'un qui vivra une vie pleine et belle. » Les heures qui suivirent furent les plus atroces de son existence. Evelyn serra Noah contre elle une dernière fois, pressant son front contre le sien et respirant le faible parfum de savon et de soleil qui persistait sur sa peau. « Tu ne me quittes pas, murmura-t-elle à travers ses larmes. Tu vas juste quelque part où je ne peux pas te suivre. Continue à vivre, mon amour. Même si tu n'es pas là, continue à vivre. » Lorsque l'équipe chirurgicale l'emmena, le silence qui suivit fut insupportable. Les murs semblaient se refermer, les lumières de l'hôpital trop vives, le monde trop cruel. Evelyn trébucha dehors dans le froid matin d'octobre, serrant le petit cheval de bois qu'elle avait sculpté pour le 5e anniversaire de Noah, le jouet sans lequel il refusait d'aller nulle part. C'était tout ce qui lui restait. 15 ans plus tard, ce jour la hantait encore. C'était le moment où sa vie s'était divisée en avant et après. Avant, elle avait un mari, un fils, un avenir rempli de gâteaux d'anniversaire et de parties de pêche. Après, elle avait une allocation d'invalidité qui couvrait à peine le loyer, des petits boulots de nettoyage qui la laissaient endolorie, et un appartement d'une chambre remplie de souvenirs qu'elle ne pouvait se résoudre à jeter. Mais elle continuait, non pas parce qu'elle était forte, mais parce que quelque part, le cœur de Noah battait encore. Et ce battement de cœur était la seule chose qui faisait aussi battre le sien.
15 années s'étaient écoulées. Pourtant, pour Evelyn Carter, le temps n'avait rien guéri. Il n'avait fait qu'approfondir le silence. L'appartement qu'elle avait autrefois partagé avec son mari et son fils ressemblait maintenant à un mausolée. Chaque grincement du plancher, chaque bosse sur la table de la cuisine était une relique d'une vie qui n'existait plus. Elle ne s'était jamais remariée. Elle ne le pouvait pas. L'idée de recommencer avec quelqu'un d'autre lui semblait être une trahison envers le garçon dont le cœur battait encore quelque part. Alors elle s'était retirée, se fermant au monde. Les amis avaient cessé d'appeler. Les voisins se souvenaient à peine de son nom. Evelyn existait dans l'ombre de ce qu'elle avait été, avançant chaque jour comme si c'était un autre poids à porter plutôt qu'une vie à vivre. Ses journées s'installaient dans un rythme calme et prévisible. Chaque matin, elle se réveillait avant le lever du soleil et préparait du thé dans la même tasse ébréchée que Noah avait peinte à la maternelle. Elle marchait jusqu'à l'épicerie du coin pour des provisions à prix réduit, puis retournait à son appartement d'une chambre où des photographies décolorées bordaient les murs comme des témoins silencieux. Le soir, elle s'asseyait près de la fenêtre et regardait les lumières s'allumer à travers Burlington, se demandant si l'une de ces maisons abritait le garçon qui portait maintenant le cœur de son fils. Mais le chagrin n'était pas la seule chose qui pesait sur elle. L'allocation d'invalidité qu'elle recevait chaque mois couvrait à peine le loyer et les petits boulots de nettoyage qu'elle prenait dans le quartier payaient juste assez pour garder les lumières allumées. Certains mois, elle devait choisir entre l'épicerie et les médicaments. Et maintenant, une lettre collée à sa porte menaçait le fragile équilibre qu'elle avait réussi à maintenir. Un avis de son propriétaire l'avertissant d'une expulsion si elle ne rattrapait pas le loyer qu'elle devait. Evelyn fixa le papier pendant un long moment, ses mains tremblant. Il y a 15 ans, elle avait perdu tout ce qui comptait. Maintenant, elle était sur le point de perdre le peu qui restait. Elle passa cette nuit, assise éveillée dans le noir, fixant le cheval de bois perché sur l'étagère, le jouet de Noah, son bien le plus précieux. Elle lui murmura comme elle le faisait autrefois à son fils. « Je ne sais pas combien de temps encore je peux faire ça. » 2 semaines plus tard, une opportunité inattendue arriva comme une fente de lumière à travers une porte fermée. Une femme d'une agence de nettoyage appela pour lui offrir un poste. Entretien ménager, à temps partiel pour une famille riche dans la banlieue de Boston, les Hargrove. Le salaire était bien meilleur que tout ce qu'elle avait gagné depuis des années, et cela incluait le transport. Evelyn hésita. Elle avait passé si longtemps à se cacher du monde, et l'idée d'entrer dans la maison d'étrangers, en particulier de gens dont la vie n'avait probablement jamais effleuré la tragédie, la remplissait d'effroi. Mais l'expulsion n'était plus une menace lointaine. Elle était à sa porte. Elle n'avait pas le luxe de l'orgueil. 3 jours plus tard, elle se retrouva dans un train en direction du sud. Le trajet jusqu'à Boston lui donna l'impression de voyager vers une autre planète. Les rues modestes et les porches écaillés de Burlington s'estompèrent au loin, remplacés par de vastes domaines, des pelouses manucurées et des portails en fer forgé. Evelyn pressa son front contre la vitre et essaya de ne pas penser à quel point elle devait paraître petite aux yeux des gens qui vivaient comme ça. Lorsque le taxi la déposa au domaine des Hargrove, Evelyn resta figée au bord de l'allée. Le manoir se dressait au-dessus d'elle, murs de pierre pâle, fenêtres cintrées, lierre grimpant sur les côtés, comme la nature essayant de réclamer ce que la richesse avait construit. Les jardins étaient sculptés avec une précision mathématique, et l'air sentait faiblement les roses et le vieil argent. Elle serra plus fort son sac en toile usée et prit une profonde inspiration. Ce monde n'était pas fait pour elle. Elle était une femme qui avait autrefois parcouru les couloirs de l'hôpital pieds nus parce qu'elle avait oublié de mettre ses chaussures après la mort de son fils. Elle était quelqu'un qui avait pleuré dans des thés d'oreiller d'occasion et mesuré le temps par des anniversaires de perte. Et pourtant, la voilà sur le point d'entrer dans une vie qui n'avait jamais connu ce genre de douleur. La porte s'ouvrit avant qu'elle ne puisse frapper. Une femme en chemisier impeccable et pantalon ajusté. Lillian Hargrove se tenait là, son expression polie mais distante. Evelyn déglutit difficilement et força un petit hochement de tête en entrant. Les sols en marbre brillaient sous ses chaussures usées. Les lustres scintillaient
comme des étoiles gelées, et le silence de l'endroit semblait différent du sien. Non pas lourd de chagrin, mais de pouvoir. Evelyne se dit que ce n'était qu'un travail, une solution temporaire à un problème pratique. Mais alors qu'elle suivait Liliane plus profondément dans le manoir, elle ne pouvait se défaire du sentiment troublant qu'elle franchissait un seuil bien plus important qu'elle ne le réalisait. Quelque part, au-delà de ces murs, la vie était sur le point de changer, à nouveau. Non pas avec le fracas des sirènes cette fois, mais avec un battement de cœur qu'elle avait autrefois connu. La première chose qu'Evelyne remarqua chez Liliane Hargrove, c'était son immobilité. La femme se tenait dans le grand hall, de marbre comme un portrait, impeccablement vêtue de crème et de charbon, la posture parfaite, les yeux assez vifs pour couper à travers le verre. « Vous êtes la nouvelle femme de ménage » demanda-t-elle, son ton frais et mesuré. Evelyne hocha la tête, agrippant la sangle de son sac en toile usée. « Oui, madame. » Le regard de Liliane la balaya comme si elle évaluait un meuble. « Nous nous attendons à ce que notre maison soit entretenue selon un certain standard, » dit-elle en désignant le grand escalier et les rampes en chêne poli. « Sols impeccables, surface sans poussière, argenterie polie chaque semaine. Je ne tolère ni les raccourcis ni les excuses. Si quelque chose dépasse vos capacités, vous me le dites immédiatement. » Evelyne murmura qu'elle comprenait, mais Liliane n'avait pas fini. « Encore une chose, » ajouta-t-elle, la voix baissant légèrement. « Mon fils Julian vit ici aussi. Il est très occupé par ses études et n'a pas besoin de distraction. Veuillez garder vos interactions avec lui au minimum. » Le mot piqua plus qu'Evelyne ne s'y attendait. Elle n'avait pas l'habitude de parler à qui que ce soit ces jours-ci, encore moins à de riches étrangers. Mais la façon dont Liliane l'avait dit, comme si la présence même d'Evelyne pouvait être une nuisance, lui rappela douloureusement à quel point elle se sentait petite dans ce monde. Elle baissa les yeux et hocha de nouveau la tête. Bien sûr. Les jours suivants s'installèrent dans un nouveau rythme. Evelyne passait des heures à épousseter des bibliothèques sans fin, à polir des luminaires en laiton, à frotter des sols carrelés qui brillaient comme des miroirs. Le travail était épuisant, mais elle ne se plaignait pas. C'était un travail qui payait, et pour l'instant, c'était suffisant. Pourtant, elle sentait le poids de la maison peser sur elle. Le silence trop profond, les couloirs trop longs, les portraits d'ancêtres la dévisageant depuis les murs comme des juges silencieux. Puis, un après-midi, alors qu'elle essuyait la rampe au 2e étage, une voix la surprit. « Vous devez être Evelyne. » Elle se tourna pour voir un jeune homme debout, au bout du couloir, vêtu nonchalamment d'un jean et d'un pull gris doux, son expression ouverte et chaleureuse contrastant avec la grandeur froide de la maison. « Je suis Julian, » dit-il, offrant un sourire qui atteignait ses yeux. « Désolé si ma mère vous a fait peur. Elle est très particulière. » Evelyne gloussa doucement malgré elle. « J'avais cru comprendre. » Julian s'appuya contre le mur, l'étudiant avec une inclination curieuse de la tête. « Je suis étudiant en architecture, dernière année au MIT. Je suis censé être en train de dessiner un projet en ce moment, mais je fixe une page blanche depuis ce matin. Vous avez déjà eu des jours comme ça ?» Evelyne cligna des yeux, prise au dépourvu par la facilité avec laquelle il lui parlait, comme si elle n'était pas seulement l'employée. « Plus que je ne peux compter, » répondit-elle doucement. Après cela, elle commença à voir Julian plus souvent. Parfois, il passait par la cuisine avec une tasse de café et lui demandait comment s'était passée sa journée. D'autres fois, il hochait poliment la tête pendant qu'elle passait l'aspirateur dans le salon et retournait à son carnet de croquis. Mais le moment qui se grava dans son cœur survint un jeudi après-midi pluvieux. Evelyne époussetait le salon lorsque Julian s'assit au piano, à queue dans le coin, et commença à jouer. C'était le nocturne en mi bémol majeur de Chopin, un morceau qu'elle n'avait pas entendu depuis des années. La mélodie était tendre et douloureuse, chaque note tombant comme un murmure dans la pièce. Evelyne se figea en plein mouvement, le chiffon glissant de sa main, alors que des larmes montèrent à ses yeux. Elle ne savait pas pourquoi elle pleurait. Peut-être était-ce la façon dont la musique semblait atteindre un endroit verrouillé en elle, ou l'étrange douleur presque familière dans sa poitrine, alors qu'elle regardait les doigts de Julian glisser sur les touches. Quand la dernière note s'évanouit, Julian leva les yeux
et remarqua qu'elle se tenait là, les yeux brillants. « C'est beau, n'est-ce pas ?» dit-il doucement. Evelyne déglutit difficilement, parvenant à hocher la tête. « Oui, ça l'est. » Plus tard dans la soirée, alors qu'elle pliait du linge dans la buanderie, sa collègue Martha Green la rejoignit. Une femme robuste dans la soixantaine, avec des yeux bienveillants et une voix douce. « Vous aimez le garçon ?» dit Martha d'un air entendu. Evelyne secoua rapidement la tête. « Je ne le connais même pas. » Martha sourit faiblement. « Peu importe, les gens le sentent quand une âme est bonne. Julian est quelqu'un de bien, mais il a traversé plus que vous ne le pensez. Maladif enfant, les médecins n'étaient pas sûrs qu'il s'en sortirait. Et Liliane ?» Martha fit une pause, ses yeux s'adoucissant. « Elle a perdu un bébé une fois, une petite fille, un problème cardiaque. Elle ne s'en est jamais remise. » Evelyne resta immobile, les mots pesant lourdement dans la pièce. Julian, fragile enfant, une mère qui avait autrefois regardé son bébé s'éteindre à cause d'un cœur défaillant. La douleur dans sa poitrine s'intensifia, bien qu'elle ne puisse expliquer pourquoi. Elle savait seulement que quelque chose à propos de cette maison, à propos de ce garçon, tirait sur un fil enfoui profondément en elle, un fil qui n'avait pas été touché depuis 15 ans. La lumière de l'après-midi filtrait doucement à travers les fenêtres de la chambre de Juliane, projetant des rayures dorées sur le plancher de bois poli. Evelyne se déplaçait silencieusement, époussetant les étagères une par une, ses pensées dérivant comme elle le faisait souvent lorsque le travail était répétitif. C'était une chambre pleine de jeunesse, des croquis épinglés au hasard sur des panneaux de liège, des livres empilés en tours inégales, une maquette de pont suspendue à moitié construite sur le bureau. Elle semblait habitée et profondément personnelle, un monde bien éloigné du sien. Elle atteignit la haute bibliothèque près de la fenêtre et commença à essuyer chaque étagère avec soin. C'est alors que sa main se figea en l'air. Posée près du bord de la deuxième étagère, nichée entre une rangée de manuels d'architecture et un vieux journal relié en cuir, se trouvait un petit cheval de bois. Pendant un instant, Evelyne ne put respirer. Son cœur heurta violemment ses côtes et le chiffon glissa de ses doigts pour flotter silencieusement jusqu'au sol. Elle fixa le jouet comme si c'était un fantôme. Il était assez petit pour tenir dans la paume d'un enfant, sculpté dans de l'érable pâle, sa surface lisse mais usée par des années à être tenue. Sur son flanc, à peine visible maintenant, il y avait une légère cicatrice dans le bois. Un dérapage du couteau qu'elle avait fait il y a des années et jamais poncé. Sa vision se brouilla. Elle tendit une main tremblante et souleva le jouet, le tournant lentement. Sur le dessous, là où elle avait autrefois gravé les lettres avec une fierté minutieuse, les faibles restes de N.C. Noah Carter étaient encore visibles. Les genoux d'Evelyne cédèrent et elle s'effondra sur le sol, serrant le cheval contre sa poitrine. C'était impossible. Elle avait enterré cette partie de sa vie il y a 15 ans. L'hôpital avait pris les affaires de Noah lorsqu'ils avaient préparé son corps pour le don d'organes et elle avait supposé qu'elles étaient perdues à jamais. Comment ce jouet, son jouet, pouvait-il être ici, dans la chambre de Julian Hargrove? Son souffle venait par saccades superficielles, la pièce semblait basculer autour d'elle, l'air trop mince pour être respiré. Son esprit tourbillonnait follement à travers les possibilités, mais chacune ramenait à la même conclusion dévastatrice. Il n'y avait pas d'autre explication. Le bruit de pas dans le couloir la tira de sa spirale. Evelyne se releva, en chancelant, serrant toujours le jouet, juste au moment où Julian ouvrait la porte. Il s'arrêta quand il la vit, ses yeux tombant sur le petit cheval dans ses mains. « Oh !» dit-il avec un sourire doux, presque mélancolique. « Vous l'avez trouvé. » Evelyne cligna des yeux, la bouche sèche. « Je suis désolée, j'étais juste. » « Ce n'est rien, » interrompit doucement Julian en s'approchant. « Ce petit gars est avec moi d'aussi loin que je me souvienne, je l'appelle mon porte-bonheur. » Il prit le cheval de ses mains avec précaution, le tenant avec une révérence qui tordit la poitrine d'Evelyne. « Il vient de l'hôpital. On m'a dit que c'était un cadeau de la mère du garçon, dont le cœur m'a sauvée. » La pièce devint silencieuse. Julian fixait le cheval de bois comme s'il contenait un morceau de son âme. « Je ne sais pas qui ils étaient.
Personne ne m'a jamais dit leur nom, continua-t-il, un petit sourire réfléchi courbant ses lèvres. Mais j'aime penser qu'ils étaient gentils, courageux, le genre de personnes qui voudraient que quelqu'un d'autre vive, même quand ils avaient tout perdu. Evelyne se détourna, retenant des larmes qui lui brûlaient les yeux. Ses mains tremblaient de manière incontrôlable maintenant, et elle les pressa contre sa poitrine, comme pour se contenir. Elle voulait parler, lui dire qu'elle était cette mère, que Noah était le garçon dont le cœur battait maintenant dans sa poitrine. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge, trop lourds à soulever. Julian replaça doucement le cheval sur l'étagère, le redressant comme une relique sacrée. « J'ai fait des rêves à son sujet, dit-il doucement, presque pour lui-même. Le garçon, je ne sais pas à quoi il ressemble, mais parfois j'ai l'impression qu'il est toujours là, comme s'il faisait partie de moi. » Evelyne ne pouvait pas rester dans la pièce une seconde de plus. Elle marmonna quelque chose à propos de devoir finir la lessive et se dépêcha de sortir, le souffle court et irrégulier. Le couloir devint flou alors que les larmes coulaient librement sur ses joues. Elle trébucha dans la buanderie vide et s'agrippa au bord du comptoir, essayant de se stabiliser. Chaque battement de son cœur résonnait avec la même réalisation, de plus en plus fort jusqu'à ce qu'il noie tout le reste. Le cœur de Noah est ici. Il n'avait jamais quitté ce monde. Il avait battu à l'intérieur de Julian Hargrove pendant tout ce temps. Evelyne pressa ses paumes contre sa poitrine et pleura. Pas les larmes silencieuses de chagrin qu'elle avait versées pendant des années, mais les sanglots profonds et secouants d'une mère qui venait de trouver l'impossible. Son fils était parti et pourtant il ne l'était pas. Son battement de cœur se déplaçait toujours à travers ce monde. Il riait, il rêvait, il jouait du Chopin dans une pièce ensoleillée. Pour la première fois en 15 ans, Evelyne sentit quelque chose bouger à l'intérieur du vide que le chagrin avait creusé en elle. Quelque chose de brut, d'écrasant et de vivant. Evelyne dormit à peine cette nuit-là. Elle resta éveillée, fixant le plafond de son petit appartement. Le cheval de bois était gravé dans sa mémoire. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait les petites mains de Noah le serrer, sentait le poids de sa tête contre sa poitrine, entendait son rire résonner dans les couloirs étroits de leur ancienne maison. Et maintenant, 15 ans plus tard, ce même jouet était assis sur une étagère dans la chambre de Julian Hargrove et le cœur de Noah battait dans sa poitrine. La réalisation avait fait craquer quelque chose en elle, et tout s'était déversé. Le chagrin qu'elle avait gardé enfoui, le désir avec lequel elle avait appris à vivre, l'amour désespéré qui ne s'était jamais estompé. Mais avec ce flot d'émotions venait un autre sentiment qu'elle ne pouvait secouer, la peur. Que se passerait-il si elle disait la vérité à Julian? La verrait-il comme une étrangère envahissant sa vie? Reculerait-il en apprenant que le cœur en lui appartenait autrefois à un garçon mort un matin pluvieux d'octobre? Pire, Liliane, fière, glaciale. Liliane l'utiliserait-elle comme raison pour pousser Evelyne hors de la maison et loin de la dernière pièce vivante de son fils? La pensée de perdre cela, de le perdre, était insupportable. Le lendemain matin, Evelyne accomplit ses tâches en pilote automatique, ses mains frottant et époussetant, tandis que son esprit tournait en cercle sans fin. Julian la croisa dans le couloir et lui offrit son sourire chaleureux habituel. Mais maintenant, le simple fait de le regarder lui serrait la gorge. Chaque geste, chaque rire, chaque fredonnement distrait d'une mélodie portait des traces de Noah. Pas d'une manière qu'elle pouvait expliquer, mais d'une manière qu'elle pouvait sentir. Dans la cuisine, Martha remarqua son regard absent. « Vous êtes silencieuse aujourd'hui, » dit doucement la femme plus âgée. Evelyne força un petit sourire. « Juste fatiguée. » Mais elles savaient, toutes les deux, que c'était plus que cela. Son malaise ne fit que s'approfondir plus tard, cette semaine-là, lorsque Liliane apparut dans l'embrasure de la porte de la buanderie. « J'ai remarqué que vous vous attardez là où vous ne devriez pas être, » dit-elle, sa voix tranchante et sèche. « C'est un lieu de travail, pas un espace pour la curiosité oisive. Faites ce pour quoi vous êtes payé, et ne vous mêlez pas des affaires qui ne vous concernent pas. » Evelyne ouvrit la bouche pour s'excuser, mais Liliane n'avait pas terminé. « Vous n'appartenez pas au monde de Julian. Vous êtes une employée, rien de plus, et lorsque vos tâches sont terminées, vous partirez par la porte de service comme tout le monde. »
Les mots piquaient, mais Evelyne se retrouva à étudier la femme en face d'elle, remarquant quelque chose qu'elle n'avait pas vu auparavant. Sous le gel et l'acier du ton de Liliane, il y avait autre chose, quelque chose de brut et de tremblant. C'était de la peur. Peur de perdre le contrôle. Peur de perdre le fils qu'elle avait failli perdre une fois auparavant. Peur de tout ou de quiconque pourrait menacer la vie fragile qu'elle avait construite autour de lui. Pour la première fois, Evelyne ne ressentit pas de colère envers Liliane. Elle ressentit une douleur de reconnaissance. Elles étaient toutes les deux des mères façonnées par la perte, toutes deux terrifiées par ce qui pourrait arriver si le passé entrait en collision avec le présent. Cette nuit-là, Evelyne marcha jusqu'à la petite église en pierre au coin de sa rue, un endroit où elle n'avait pas mis les pieds depuis des années. Les bancs étaient ben vides, les vitraux brillant faiblement à la lumière du soleil couchant. Elle se glissa dans la rangée du fond et joignit les mains, mais aucun mot ne vint au début. Finalement, dans un murmure qui tremblait à travers l'espace vide, elle pria. « Mon Dieu, je ne sais pas quoi faire. Je ne veux pas le blesser. Je ne veux pas le perdre. S'il te plaît, montre-moi la bonne chose à faire. Dis-moi si je dois parler ou si le silence est mon fardeau à porter. » Des larmes glissèrent sur ses joues, chaudes et implacables. Dans ce sanctuaire tranquille, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Pas une réponse, mais une immobilité, le sentiment que pour l'instant, elle n'avait pas besoin de tout savoir. Elle avait seulement besoin de rester. Alors Evelyne fit son choix. Elle continuerait à travailler. Elle époussetterait les étagères et polirait l'argenterie. Elle croiserait Julian dans le couloir et sourirait quand il lui sourirait. Et même s'il ne savait jamais qui elle était, même si la vérité restait enfermée en elle pour toujours, elle resterait proche du battement de cœur qui avait autrefois bercé son petit garçon pour l'endormir. C'était suffisant pour l'instant, juste d'être près de lui. Julian la trouva dans le jardin un après-midi d'automne vif, agenouillée près des hortensias, avec un sécateur. Les arbres autour du domaine Hargrove étaient en feu de couleur, et l'air sentait faiblement la fumée de bois. Il hésita d'abord, comme s'il n'était pas sûr de devoir parler, puis la rejoignit près des parterres de fleurs. « Vous êtes silencieuse, » dit-il en s'accroupissant à côté d'elle. « J'aime ça chez vous. La plupart des gens dans cette maison courent toujours quelque part. » Evelyne offrit un petit sourire, mais garda les yeux sur les plantes. Son cœur ne s'était toujours pas calmé depuis le jour où elle avait trouvé le cheval de bois. Chaque moment près de Julian semblait plus lourd maintenant, plus fragile, comme marcher dans un rêve dont elle avait terriblement peur de se réveiller. « Puis-je vous dire quelque chose ?» demanda Julian après une pause. « Quelque chose dont je ne parle pas vraiment aux gens ?» Evelyne hocha la tête. Il prit une profonde inspiration, son regard distant, fixé sur l'horizon au-delà des murs du jardin. « Quand j'étais petit, j'ai failli mourir. J'avais 5 ans. Mon cœur défaillait et les médecins disaient pas ça qu'il n'y avait rien à faire. Mes parents se préparaient au pire. » Les mains d'Evelyne s'immobilisèrent là sur la terre. Elle connaissait déjà l'histoire, mais l'entendre de ses lèvres lui serra douloureusement la poitrine. Puis, Julian continua doucement. Un cœur de donneur est devenu disponible. Un petit garçon plus jeune que moi est mort dans un accident. Je ne connais pas son nom. Je ne sais rien de lui. Vraiment, juste que sa mère a accepté de donner son cœur, et c'est la raison pour laquelle je suis toujours là. Il laissa échapper un rire tremblant et baissa les yeux sur ses mains. Parfois, je me demande si je vis pour 2 personnes, comme si une partie de lui était encore vivante en moi. Evelyne détourna le visage pour qu'il ne voie pas les larmes monter à ses yeux. Son souffle devenait irrégulier, sa gorge brûlant à force de retenir le sanglot qui menaçait de monter. Il ne savait pas. Il n'avait aucune idée que le garçon dont il parlait était Noah, son Noah, que le battement de cœur qui le maintenait en vie avait autrefois bercé son fils pour l'endormir contre sa poitrine. Julian la regarda et sourit gentiment. « Étrange, n'est-ce pas ? Je me sens connectée à quelqu'un que je n'ai jamais rencontré. Je pense à lui parfois. J'espère que je vis une vie dont il serait fier. » Elle voulait lui dire qu'il l'était déjà, que Noah avait été doux et gentil tout comme lui, que son rire ressemblait tellement à celui de son fils que parfois cela lui coupait le souffle. Mais les mots restèrent enfermés en elle, trop lourds, trop dangereux à prononcer.
Cette nuit-là, Evelyne retourna à son appartement pour trouver une enveloppe collée à sa porte. Le logo de son propriétaire, la fixait en lettres grasses. Elle l'ouvrit avec des mains tremblantes et son estomac se noua. C'était un dernier avis. Elle avait 3 jours pour payer le loyer en retard ou quitter l'appartement. Le papier glissa de ses doigts et flotta jusqu'au sol. Evelyne s'assit lourdement sur le bord de son lit, la pièce tournant autour d'elle. Elle n'avait nulle part où aller, personne à appeler. La pensée de quitter Burlington, de quitter Julian, c'était comme perdre Noah une seconde fois. Le lendemain matin, alors qu'elle pliait du linge dans la buanderie, Martha remarqua ses yeux rouges et ses mains tremblantes. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie ?» demanda-t-elle doucement. Evelyne essaya de l'ignorer, mais la femme plus âgée n'était pas dupe. Après un moment, Martha soupira, plongea la main dans la poche de son tablier et pressa une petite enveloppe dans la main d'Evelyne. « Prenez-le, dit-elle fermement. J'ai économisé un peu au fil des ans. Ce n'est pas grand-chose, mais ça vous aidera à passer ce mois. » Evelyne secoua la tête immédiatement. « Je ne peux pas accepter ça. »« Vous le pouvez, et vous le ferez, » dit Martha, sa voix chaude mais inflexible. « Vous êtes censé être ici. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens. Et souvenez-vous, la nuit la plus sombre vient toujours avant l'aube. » Les mots se logèrent profondément dans le cœur d'Evelyne. Elle fixa l'enveloppe, les larmes brouillant sa vision. La fierté lui disait de refuser, mais quelque chose de plus fort, quelque chose de désespéré, lui disait d'accepter. Ce soir-là, Evelyne se tenait dans son petit appartement, serrant l'argent que Martha lui avait donné. Ce n'était pas assez pour changer sa vie, mais c'était assez pour lui acheter du temps. 3 jours étaient devenus 3 semaines, et pendant ces semaines, elle resterait proche de Julian. Elle écouterait le battement de cœur qui avait appartenu à son fils, et peut-être, juste peut-être, elle trouverait le courage de décider de la suite. Cela arriva un mardi après-midi tranquille, lorsque la maison était vide et qu'Evelyne époussetait le bureau à l'étage. Une pile de classeurs reliés en cuir était nichée sur une étagère derrière une rangée de livres. Elle n'était pas du genre à fouiner, mais l'un des classeurs glissa pendant qu'elle essuyait, renversant son contenu sur le sol. Evelyne s'agenouilla pour ramasser les papiers, en faisant attention de ne pas les froisser, jusqu'à ce que ses yeux attrapent une phrase familière. « Transplantation cardiaque, 10 octobre. » Son souffle s'arrêta, elle se figea là où elle était agenouillée, ses doigts se resserrant sur la page. Le reste du document devint flou devant ses yeux. Julian Hargrove, âge 5 ans, insuffisance cardiaque congénitale. Cœur de donneur reçu le 10 octobre, il y a 15 ans. Le même jour où Noah était mort. Evelyne pressa le papier contre sa poitrine et ferma les yeux, tout son corps tremblant. Elle n'avait pas besoin de plus de preuves. Le cheval de bois, la chaleur dans le sourire de Julian, le nocturne de Chopin, tout cela avait mené ici. Mais maintenant, noir sur blanc, la vérité était indéniable. Le cœur qui battait à l'intérieur de Julian était celui de Noah. Elle s'effondra dans le fauteuil en cuir à côté de l'étagère et laissa les larmes couler. Toutes les années de vide douloureux, les nuits sans fin, passées à murmurer le nom de Noah dans le noir. Et maintenant, voici la preuve qu'une partie de lui n'était jamais vraiment partie. Le bruit de pas derrière elle la fit sursauter. « Je vois que vous l'avez trouvé, » dit la voix douce de Martha. Evelyne se tourna, surprise, serrant les papiers comme si elle avait été prise à faire quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. Mais Martha n'avait pas l'air en colère. Elle soupira seulement et s'installa dans le fauteuil en face d'elle. « Je savais qui vous étiez le jour où vous êtes arrivé, » dit doucement Martha. « J'étais à l'hôpital cette nuit-là. J'étais là quand ils ont amené Julian, et j'étais là quand ils vous ont dit que votre garçon était parti. » Les lèvres d'Evelyne s'entr'ouvrirent sous le choc. « Vous ? Vous m'avez vu ?» Martha hocha la tête. « Je ne l'oublierai jamais. Vous vous teniez devant cette salle d'opération, serrant ce petit cheval de bois si fort que vos jointures étaient d'eau blanche. Et quand le chirurgien a demandé si vous étiez sûr, si vous vouliez vraiment donner le cœur de Noah, vous avez murmuré « Oui, laissez-le vivre. » J'ai porté ces mots avec moi depuis. Evelyne couvrit son visage de ses mains, un sanglot s'échappant de sa poitrine. Martha tendit la main et prit ses doigts tremblants. « Vous devriez savoir autre chose, » continua-t-elle. « Quand Julian était petit, il faisait ce rêve récurrent.
Il me le racontait après ses siestes. Il disait qu'un petit garçon blond venait à lui dans un pré, lui tendait un petit cheval de bois et disait « Vis pour nous deux ». Le mot frappa Évelyne comme un éclair. Elle avait murmuré presque la même chose à l'oreille de Noah, la nuit où elle lui avait dit adieu. « Continue à vivre, mon amour. Même si tu n'es pas là, continue à vivre. » Et maintenant, c'était comme si ce message avait traversé une frontière impossible, passé d'une âme à l'autre, porté par le cœur battant qu'ils partageaient maintenant. Cette nuit-là, Évelyne traversa la maison avec un sentiment de clarté qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. La peur était toujours là, peur d'être repoussée, de briser quelque chose de sacré. Mais sous elle se trouvait quelque chose de plus fort, la certitude que Julian méritait de savoir quelque chose sur le garçon dont le cœur le maintenait en vie. Elle le trouva dans le salon, dessinant à la table basse, le cheval de bois reposant à proximité. « Julian » dit-elle doucement. Il leva les yeux et sourit. « Eh, Évelyne, qu'y a-t-il » Elle hésita, son cœur battant à tout rompre. « Je veux te raconter une histoire, dit-elle enfin, s'asseyant en face de lui. L'histoire d'un petit garçon que j'ai connu autrefois. Il s'appelait Noah Carter. Il avait 7 ans. Il adorait pêcher avec son père et lire des livres de pirates sous les couvertures avec une lampe de poche. Il avait un rire qui pouvait remplir toute une pièce. Julian écoutait attentivement, posant son crayon. « Il a l'air d'être un bon gamin, » dit-il doucement. « Il l'était, » murmura Évelyne, la gorge serrée. « Il était courageux, plus gentil que la plupart des hommes adultes que j'ai rencontrés. Et il avait un cœur plus grand que quiconque ne le réalisait. » Pendant un moment, le silence plana entre eux. Julian semblait perdu dans ses pensées, ses doigts effleurant distraitement le petit cheval de bois. « Je ne sais pas pourquoi, » murmura-t-il, « mais j'ai l'impression de l'avoir déjà rencontré. » Évelyne ravala la boule dans sa gorge et offrit un sourire tremblant. « Peut-être que d'une certaine manière, c'est le cas. Ce n'était pas toute la vérité, pas encore, mais c'était un début. » Et alors que Julian lui souriait en retour, Évelyne sentit un fragile fil de paix se tisser à travers la douleur dans sa poitrine. Le premier soupçon de guérison en 15 longues années. Julian ne put dormir cette nuit-là. Il resta éveillé dans son lit, fixant le plafond, rejouant les mots d'Évelyne encore et encore. Noah Carter, 7 ans, adorait pêcher, adorait les livres de pirates. Il se leva et alluma la petite lampe sur son bureau. Il prit le cheval de bois. Il l'avait eu depuis toujours, depuis l'hôpital. Il le retourna. Il n'avait jamais vraiment regardé le dessous. Là, usé par le temps, mais toujours lisible, se trouvaient 2 lettres. N. C. Noah Carter. Son souffle se bloqua. Ce n'était pas une coïncidence. L'histoire d'Évelyne, la façon dont elle l'avait regardé quand il jouait du piano. La tristesse dans ses yeux qui l'avait prise pour de la fatigue. Tout cela prit un sens soudain et écrasant. Il se souvint de ses rêves, le garçon blond dans le pré, le sentiment de connexion. Il s'habilla rapidement, le cœur battant non pas de peur, mais d'une certitude urgente. Il la trouva dans la cuisine avant l'aube, assise à la petite table, avec une tasse de thé intacte. Elle leva les yeux quand il entra, surprise de le voir si tôt. « Julian, est-ce que tout va bien ?» Il s'assit en face d'elle, posant doucement le cheval de bois entre eux. Évelyne regarda le jouet, puis leva les yeux vers lui, ses propres yeux s'emplissant de larmes qu'elle ne tentait plus de cacher. « Noah Carter, » dit doucement Julian, « c'était votre fils, n'est-ce pas ?» Évelyne ferma les yeux, un unique sanglot s'échappant d'elle. Elle hocha la tête, incapable de parler. « C'est son cœur, » continua Julian, sa propre voix s'éraillant. Il posa sa main sur sa propre poitrine. « C'est le cœur de Noah qui bat en moi. »« Oui, » réussit-elle à murmurer. « Oui. » Il se leva, contourna la table et s'agenouilla devant elle. Il prit ses mains usées par le travail dans les siennes. « Vous m'avez donné la vie, » dit-il, des larmes coulant maintenant sur ses joues. « 15 ans. J'ai vécu 15 ans grâce à vous, grâce à lui. » Évelyne le regarda, voyant pour la première fois non pas un étranger, non pas le fils d'une femme riche, mais l'héritage de son propre enfant. Elle tendit une main tremblante et toucha sa joue. « Vous lui ressemblez, dit-elle. Votre gentillesse,
votre lumière. Qu'est-ce qui se passe ici? La voix de Liliane, tranchante comme de la glace, coupa à travers le moment. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, son peignoir de soie serré autour d'elle, son visage un masque de confusion et de colère. Juliane, pourquoi tenez-vous la main de cette femme? Mère, dit Juliane en se relevant, mais sans lâcher la main d'Evelyne. Vous devez vous asseoir. Je ne m'assiérai pas, s'exclama Liliane, s'avançant dans la pièce. Evelyne, je vous avais prévenu, vous êtes renvoyée, faites vos affaires et partez. Non, dit fermement Juliane. Liliane s'arrêta, stupéfaite. Quoi? Elle ne part pas, dit Juliane, sa voix ne laissant place à aucune discussion. Et vous allez l'écouter. Il la regarda, puis Evelyne, puis de nouveau sa mère. Mère, connaissez-vous l'histoire du garçon dont j'ai reçu le cœur? C'était un accident tragique, dit Liliane avec impatience. C'est tout ce que nous devons savoir. Son nom était Noah, dit Juliane. Il avait 7 ans, et cette femme, Evelyne est sa mère. Le silence tomba, lourd et absolu. Liliane dévisagea Evelyne, son expression passant de la colère à l'incrédulité, puis à quelque chose qu'Evelyne reconnut, la peur. La même peur qu'elle avait vue auparavant. La peur de perdre son fils. C'est impossible, murmura Liliane. Non, dit Evelyne, trouvant enfin sa voix. Elle se leva, tenant le petit cheval de bois. C'était à lui, je l'ai sculpté pour son 5e anniversaire. Elle le tendit à Liliane. Liliane le prit, ses doigts traçant la cicatrice sur le flanc. Elle se souvint des paroles de Martha, la perte de son propre bébé, la douleur d'un cœur silencieux, et elle regarda cette femme, qui avait subi la perte ultime et avait fait un choix que Liliane, dans sa propre douleur, n'aurait peut-être jamais pu faire. Le choix de donner la vie au milieu de la mort. Liliane regarda son fils, Julian, si grand, si en bonne santé, si vivant, et elle regarda Evelyne qui avait tout perdu. « Vous » commença Liliane, sa voix se brisant. « Vous avez sauvé mon fils. »« Et vous » dit doucement Evelyne. « Vous l'avez élevé. Vous avez fait de lui l'homme dont Noah aurait été fier. » Les barrières de fierté et de peur que Liliane avait maintenues pendant 15 ans s'effondrèrent. Elle tendit la main, non pas pour renvoyer Evelyne, mais pour la retenir. « Restez, dit-elle, les larmes coulant enfin. S'il vous plaît, restez. » Ce ne fut pas une fin de conte de fées, mais quelque chose de plus réel, de plus profond. L'avis d'expulsion fut réglé silencieusement. Evelyne ne fut plus l'employée. Elle devint une partie de la maison, une présence tranquille. Liliane, en temps voulu, commença à partager ses propres histoires de perte, et les deux mères trouvèrent une paix improbable dans leur chagrin partagé. Des semaines plus tard, par un après-midi ensoleillé, Evelyne était assise dans le jardin, non pas pour l'entretenir, mais simplement pour en profiter. Julian était assis à côté d'elle, son carnet de croquis sur les genoux, dessinant non pas un bâtiment, mais le petit cheval de bois posé sur l'herbe. « Je pense à lui tous les jours, » dit Julian tranquillement. « Moi aussi, » répondit Evelyne, un doux sourire aux lèvres. Il posa son crayon et plaça sa main sur sa poitrine. « Il est là. » Il prit la main d'Evelyne et la posa sur la sienne, directement sur le rythme régulier et fort sous sa chemise. Le rythme qui avait commencé en elle, qui avait été donné dans la douleur et qui avait continué à battre contre toute attente. Evelyne ferma les yeux, sentant le battement de cœur de son fils sous la paume de sa main. Ce n'était plus un écho de perte, c'était une promesse tenue. « Il vit », murmura-t-elle, et pour la première fois en 15 ans, son propre cœur se sentit enfin complet.